Messieurs et dames, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 20h sur Twi TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Constitution du bulletin unique de scrutin présidentiel, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé au tirage au sort pour le positionnement des candidats sur le bulletin unique ce vendredi 23 octobre 2020. Et puis Conseil des ministres, accord de prêt et de don, projet de réalisation de l'aéroport de Doncin et nomination de préfet était au menu. Le détail dans quelques instants. Et enfin, Côte d'Ivoire, à moins d'une semaine de la clôture officielle de la campagne électorale présidentielle, les positions demeurent très tranchées, celles de l'opposition et du pouvoir. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce 23 octobre au tirage au sort conformément aux dispositions du Code électoral pour la constitution du bulletin unique de scrutin présidentiel. Cet acte intervient après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel qui a retenu 13 candidatures d'ailleurs. Abdoul Rahim Niénié. Le bulletin unique des scrutins pour la présidentielle du 22 novembre est une feuille de format A3 dont les photos des candidats sont disposées de façon horizontale. À l'issue des tirages au sort, chacun des 13 candidats retenus par le Conseil constitutionnel connaît désormais son positionnement sur le bulletin unique. Do Pascal Sessouma occupe la première place, suivi de Edi Komboyogo, Ambroise Farama, Ablassé Ouedraogo, Kadre Désiré Ouedraogo et de Yacouba Isaac Zida. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, occupe la 7e place, juste avant Gilbert Noël Ouedraogo. Le candidat du MPP, actuel président du Faso, Rochmar Christian Kaboré, vient en 9e position et Abdoulaye Soma est 10e. La liste s'achève avec Monique Yelikam, 11e, Taïrou Bari, 12e et le candidat indépendant Aimé Tassambedo, 13e. Pour la plupart des candidats, peu importe le positionnement, c'est le programme de société qui est le plus important. C'est le sort qui m'a classé 11e. Et ce classement, le rang ne modifie en rien ma conviction. C'est la conviction qui compte, c'est le projet de société pertinent que j'ai qui compte. Je pense que c'est le programme de chacun qui fera la différence. C'est le projet de société de chaque candidat qui fera qu'on va voter pour lui ou contre lui. Certains candidats, par contre, vont au-delà du programme. Ils estiment que le positionnement peut être porteur de chance. Je suis positionné 3e sur la liste. Et vous aurez remarqué que même dans l'ordre alphabétique, j'étais 3e. Et je suis resté encore dans l'ordre du tirage 3e. Donc le chiffre 3, en tout cas, semble être collé à nous et il semble nous porter chance et bonheur. Et nous espérons que cela va nous porter la chance et le bonheur afin qu'au soir du 22 novembre, nous soyons finalement à la place numéro 1. Numéro 4, position bien faite. Et je voudrais dire ici que c'est une grâce pour nous. Si pour une population de 25 millions, Dieu vous a désigné pour faire partie de 13 candidats pour compétir et devenir le premier des Burkinabés, c'est une grâce. Je remercie Dieu et je souhaite, comme c'est Dieu qui donne le pouvoir, qu'il continue son œuvre jusqu'à la fin. Après la constitution du bulletin unique par l'apposition des photos de chaque candidat par ordre de classement, les candidats ou leurs représentants ont paraphé la fiche. En prélude aux élections couplées du 22 novembre prochain, le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation sociale à travers la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques a initié une formation sur la police administrative des élections. Cette session de formation vise à contribuer à l'organisation d'une élection apaisée au Burkina Faso. La première étape de la formation s'est tenue hier jeudi 22 octobre à Zignaré dans la région du Plateau central. Sanata Seri. Faire de ces acteurs de potentiel renfort dans les actions de non-violence en période électorale, c'est l'un des objectifs poursuivis par cette session de renforcement des capacités sur la police administrative. Une formation qui va leur permettre de mieux établir l'ordre public dans leur espace territorial pendant le double scrutin du 22 novembre prochain.
Aussi, elle entend outiller ses autorités déconcentrées de l'État pour qu'ils puissent apporter leur contribution pour des élections transparentes et apaisées. Et les autorités peuvent être amenées à aménager en tout cas pour que, quand on parle de troubles à l'ordre public, pour que les gens pendant la campagne et pendant le vote, pour que les gens ne se bagarrent pas, pour qu'ils ne perturbent pas la liberté d'aller et de venir des uns et des autres, pour qu'ils ne soient pas une entrave à la sécurité. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de police administrative des élections. En français facile, c'est comment gérer les élections, le rôle et la responsabilité des acteurs des services déconcentrés, des dépositaires de l'autorité de l'État et des élus que sont les maires, les présidents de conseils régionaux et conseils municipaux. Il s'agira au cours de cette formation de présenter aux acteurs les innovations qu'a connues le code électoral au cours de ces 3 dernières années. Un exposé qui sera suivi d'exercices à pratique selon la gouverneure de la région du Plateau central. C'est-à-dire que c'est comme des exercices qui vont être présentés et le jour du vote ou avant le vote, l'inscription, en cas de contentieux, en cas de difficulté, où est-ce qu'il faut orienter les acteurs? Parce que vous savez, l'État est organisé. Il y a, je l'ai dit tantôt, il y a le tribunal administratif, il y a les CEPI qui sont là, qui sont également concernés par la formation, jusqu'au niveau police judiciaire, il faut le dire. S'il y a maintien à l'ordre, et trouble à l'ordre, menace de trouble à l'ordre public, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir. Et donc nous avons également des officiers de police judiciaire qui sont avec nous, en Suisse des dépositaires de l'autorité de l'État. Les participants sont entre autres les préfets des départements, les hauts commissaires, les élus locaux et présidents du conseil régional. Après Zignaré, c'est Koudougou et Bobo Dioulasso qui abriteront les 26 et 28 octobre cette session de renforcement des capacités sur la police administrative des élections. Ces formations, faut-il le rappeler, ont été possibles grâce au soutien financier du PNUD à travers son projet d'appui au processus électoral du Burkina Faso, PAPE-BFA 2019-2021. Plusieurs actes importants sortis du Conseil des ministres de ce jour. Au titre du ministère en charge de l'économie et des finances, le Conseil a marqué son accord pour la ratification de plusieurs accords de prêts et de dons. Pour ce qui est du ministère en charge des transports, sur la question de la construction de l'aéroport international de Donsin et Ouagadougou, l'appel d'offres international lancé le 25 mars 2019 a été examiné. La réalisation des travaux du lot A2 a été attribuée. Michael Tougri pour plus de détails. C'est un conseil de ministres de ce mercredi 23 octobre qui a duré 1 heure du temps. Au titre du ministère en charge de l'économie, le conseil a marqué son accord pour la ratification de plusieurs accords de prêts et de dons. Nous avons également pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord du don numéro D684BF conclu le 28 septembre 2020 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'IDA pour le financement additionnel du programme d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. Nous avons également pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu le 13 octobre 2020 entre le Burkina Faso et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, pour le financement partiel du projet de réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable AEP dans les régions de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins. C'est 5 milliards de francs CFA avec donc une contribution de l'État à hauteur donc de 6%. Le projet de réalisation de l'aéroport international de Ouagadougou Donsin se poursuit dans le cadre de l'appel d'offres international du 25 mars 2019 pour la réalisation des travaux lot A2 constitués par les chaussées aéronautiques, la balise catégorie 2, l'assainissement et la clôture OACI. Les résultats ont été examinés et le marché pour la conduite des travaux attribué à ce conseil des ministres. Examiner les résultats de l'appel d'offres international. Le Conseil a marqué son accord donc pour l'attribution de ce marché au groupement d'entreprises Sogea Satom Karafi pour un montant toutes taxes comprises de 79 milliards 655 millions 134 970 francs CFA avec un délai d'exécution de 30 mois calendaires. Le financement est assuré donc par différents partenaires financiers, à savoir la BID, la BADEA, la FSD, la FKDA, l'OFID et le budget de l'État.
À ce conseil des ministres, 9 préfets ont été nommés, entre autres dans les communes de Boussouma, dans le Boulgou, de Boudri, dans le Ganzourgou et de Nasséré, dans le Bam. Lutte contre le braconnage d'ivoire au Faso, la Direction générale des eaux et forêts a présenté ce vendredi aux hommes de médias des spécimens d'animaux sauvages saisis. 2 présumés voleurs de ces butins ont été arrêtés et cette opération a connu un franc succès grâce à l'appui de l'ONG Conservation Justice. Mamit Rena Kamambou. Ce sont au total 11 défenses d'éléphants et 2 morceaux d'ivoire qui ont été saisis par la direction des opérations de la Direction générale des eaux et forêts vendredi dernier. Le butin saisi est estimé selon le lieutenant Yakoubawe Traogo, commandant de brigade d'intervention rapide, à 32 kg d'ivoire. Et sa valeur est estimée selon les conférenciers du jour à plus de 8 millions de francs CFA. Il faut dire que c'est dans une hôtel de la place que effectivement ces trafiquants voulaient effectivement commercialiser ces 11 défenses. Donc c'est grâce à une source digne de foi effectivement que nous avons pu mener l'opération pour mettre la main donc, sur ces 2 présumés délinquants. Conscient de la grande menace qui pèse sur les espèces animales protégées, le gouvernement burkinabé interdit la chasse de ces animaux et la commercialisation des produits dérivés. Et en cas de violation de ces textes anti-braconnage, les contrevenants s'exposent à de sévères sanctions. Les personnes interpellées risquent, selon le code forestier, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende pouvant s'élever jusqu'à 5 millions de francs CFA. Seule une application stricte de la loi permettra de dissuader les trafiquants d'ivoire ainsi que les braconniers et autres criminels qui alimentent ce réseau. Au Burkina Faso, environ 6 000 éléphants sont abattus illégalement chaque année. Cette pratique cache, selon les conférenciers, un trafic international de défense d'éléphants avec pour plaque tournante l'Asie. Les travailleurs en service dans les établissements publics de l'État, que sont les 8 écoles nationales des enseignements du primaire ENEP, l'Institut des sciences IDS, de l'école supérieure de Koudougou et du Centre national des manuels et des fournitures scolaires, sont très remontés contre leur ministère de tutelle, le MENA-PLN, et le ministère en charge de l'économie et des finances. Et la raison, la non-application du protocole d'accord signé le 27 janvier 2018. Et dans ce protocole, le gouvernement s'engageait à améliorer l'indemnité spéciale de logement pour le personnel. Michael Tougri pour plus de précisions. Le 28 janvier 2018, un protocole d'accord est signé entre le gouvernement et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNCE. Un protocole qui devrait permettre de corriger les injustices pour les travailleurs des établissements publics de l'État sous tutelle du MENA-PLN et du MINEFID. 34 mois après sa signature, c'est un protocole qui piétine dans sa mise en œuvre. Les 2 ministres de tutelle que sont le MENA-PLN et le MINEFID hésite à nous octroyer nos droits. Dans ce protocole d'accord, à la page 8, titre 4.16, le gouvernement s'est engagé, je cite, à améliorer l'indemnité spéciale de logement pour le personnel enseignant en classe et le personnel d'encadrement sur le terrain ainsi qu'il suit. Une augmentation de 7 800 francs pour la catégorie C, une augmentation de 11 050 francs pour la catégorie B, une augmentation de 14 300 francs pour la catégorie A, une augmentation de 17 500 francs pour la catégorie PB. Toujours le titre 4 au point 23, le gouvernement s'est engagé à harmoniser l'indemnité spécifique au taux appliqué à l'ex-MES pour compter du 1er janvier 2018 au profit des personnels du MENA et du personnel non enseignant en service dans les structures centrales du MES-RC. Le 27 juin 2019, le Conseil des ministres, selon les conférenciers, adopte un rapport relatif à l'application des nouvelles dispositions d'indemnité de logement et celles spéciales au profit de ce personnel d'établissements publics de l'État. Malgré les instructions du président du Faso et du Premier ministre Odik de Pengwende Sawadogo, les travailleurs de l'éducation en service dans les EPE sous tutelle du MENA-PLN et du MINEFID ne bénéficient toujours pas des indemnités. Après les instructions données au MINEFID par le chef de l'État et le chef du gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 juin 2019, les travailleurs de l'éducation des 8 ENEP, qui sont devenus maintenant instituts régionaux de formation des personnels de l'éducation, de l'Institut des sciences, de l'École normale supérieure et du Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, ne sommes toujours pas rentrés
dans nos droits 16 mois après les instructions qui ont été données au Minefid. Les responsables désignés de cette situation d'injustice qui perdure sont les deux ministres des tutelles, à savoir le Minefid et le MENA-PLN. Les plus hautes autorités de notre pays ont donné des instructions qu'ils n'ont pas exécutées. Ces travailleurs de l'éducation des établissements publics de l'État sous tutelle du MENA-PLN et du Minefid se réservent le droit de concert avec les syndicats de l'éducation de prendre toutes les dispositions pour rentrer dans leurs droits. L'Organisation des Nations Unies célébrait ce vendredi 23 octobre son jubilé d'Albâtre et la thématique était c'est façonner l'avenir que nous voulons. Et en prélude à cette commémoration, les responsables de différents secteurs de cette organisation internationale ont tenu une conférence de presse et face aux hommes de médias, ils ont fait le bilan des dernières années et annoncé des perspectives. Senjo Kouma et Mamie Drena Kamomou. Le monde est en perpétuelle évolution, alors les organisations des Nations Unies doivent se réinventer pour mieux affronter les défis du moment. Pour ce faire, à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies, une plateforme a été mise en place pour permettre aux populations à l'échelle mondiale de faire des propositions. Le monde a évolué et le besoin de travailler ensemble, les nations, les peuples, est encore plus vital. D'où la campagne ONU du 2075, la plateforme de dialogue la plus vaste jamais offerte par les Nations Unies pour recueillir la voix des citoyens du monde autour du thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme ». Au Burkina Faso, plus de 12 600 personnes ont répondu au sondage. Je sais que nous pouvons faire mieux et je vous encourage à faire entendre la voix des Burkinabés. La campagne est toujours ouverte, elle va se clôturer à la fin de cette année. Depuis sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies intervient au Burkina Faso, notamment dans les domaines de la nutrition, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Après 75 années d'existence, des défis ont été relevés selon la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement, vous avez une caisse nationale d'assurance maladie. Pour le moment, ce n'est pas une couverture à large échelle, parce que ça a un coût qu'il faut pouvoir assurer. Ici au Burkina, il y a la gratuité des soins qui participe à ça aussi, puisqu'il s'agit vraiment d'aider les ménages à ne pas trop dépenser, mais à pouvoir avoir les soins. Si les responsables de cette organisation internationale admettent que les acquis ont été engrangés, ils reconnaissent cependant que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. 5 millions de Burkinabés n'ont toujours pas accès à source d'eau potable. Plus de 10 millions de Burkinabés, dont la moitié de la population dont on parle, pratiquent toujours la défécation à l'air libre. Et l'impact de la défécation à l'air libre sur la santé de la population et sur le coût économique par conséquence est énorme. Tandis que pour la malnutrition chronique, un enfant sur 4 est touché. Le 75e anniversaire des Nations Unies est célébré ce 23 octobre 2020. Cette commémoration est placée sous le thème « Face aux défis du moment, agissons et façonnons l'avenir que nous voulons ». La nationale de l'électricité Sonabel a lancé ce 23 octobre le projet Africity, un projet qui vise à installer des compteurs intelligents qui permettent de relever et d'éditer les factures à des dates régulières sans déplacement d'un agent de la Sonabel. Comment cela est-il possible? La réponse avec Sergio Bado. Améliorer la qualité de service à la clientèle, notamment la fourniture de l'électricité par l'installation d'équipements modernes, précisément des compteurs intelligents, c'est l'objectif du projet Africity, initié par un consortium d'entreprises françaises et la Sonabel. Ces technologies innovantes seront déployées en avant-première au Burkina Faso, dans une partie de la cité Azimou. Selon Baba Ahmed Koulibaly, directeur général de la Sonabel, ce compteur présente beaucoup d'avantages pour le client. Les clients pourront donc, à partir de ces compteurs intelligents, pouvoir voir leur consommation, parce qu'il faudrait télécharger sur le téléphone, sur vos smartphones, une application à partir de laquelle, lorsque l'on est au bureau,
On peut voir sa consommation instantanée et puis on peut visualiser sa facture d'électricité à venir. On sait à partir du 5 du mois que ma facture de janvier sera de temps. Et le lendemain, on aura une réévaluation de sa facturation. Et ça permet donc au client de baisser, d'optimiser sa consommation, de ne pas payer trop cher de l'électricité pour le même confort. Selon le président de l'association des résidents de la cité Azimo, cette phase pilote dans les zones de résidence est la bienvenue et c'est avec satisfaction qu'il accueille la nouvelle. Le projet avec une très grande satisfaction dans la mesure où c'est la digitalisation. Lorsqu'on parle de digitalisation, on parle de technologie innovante. À travers les explications, nous avons compris que pour les consommateurs, il y a une gestion à distance de ces consommations. Et également, il y a une optimisation qui pourra se faire à domicile. En gros, il y aura une économie énergétique qui va se dégager. Je pense qu'il y a une satisfaction à tirer pour les consommateurs. Notons que pour cette phase pilote, c'est environ 560 compteurs qui seront installés en remplacement des anciens. Ce projet d'un coût global de 650 millions de nos francs est financé par le gouvernement français. Après la phase pilote, la Sonabel procédera à l'extension de cette nouvelle technologie. Dans le but de permettre aux enfants des agents publics décédés de poursuivre sereinement les cours, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires a remis ce 22 octobre des bourses d'études. Et il faut préciser que c'est pour la 13e fois consécutive et ce sont 750 bourses qui ont été octroyées. Serge Bado. Pour cette nouvelle année scolaire, l'innovation dans l'octroi des bourses scolaires est la prise en compte des enfants des forces de défense et de sécurité et les agents de l'État tombés du fait du terrorisme. Et pour la directrice générale de la Carrefour, cet élan de solidarité rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise Carrefour. Pour la bourse scolaire, Carrefour avait des critères, mais cette année, nous avons donc sauté quelques verrous pour prendre en compte les orphelins de nos FDS et les agents publics de l'État décédés du fait du terrorisme. Donc vous savez que depuis 2016, le Burkina Faso fait face donc à des attaques terroristes. Et Dieu merci, nos FDS qui veillent jour et nuit sur nous arrivent à juguler donc ce fléau-là. Et donc nous nous sommes dit que c'était de notre devoir de prendre en charge leurs orphelins, même s'ils ne remplissaient pas les critères que la Carrefour a édictés pour les bourses scolaires. Pour la représentante des tuteurs, des bénéficiaires, ce geste de la Carrefour vient soulager les tuteurs qui, selon elle, connaissent une vie précaire. Je suis très émue et sensible à cela parce que c'est pas très simple. C'est vraiment difficile, mais avec l'aide de la Carrefour, nous rendons toute la gloire à Dieu. Les soucis vont diminuer en ce qui concerne la scolarité des enfants. Vous savez que le paiement de la scolarité, c'est pas simple. Quand on est seul, c'est pas du tout simple. Donc on a besoin d'être accompagné financièrement pour pouvoir les enfants dans la scolarité, dans les études. Voilà. Un rappel, depuis 2008, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires s'est engagée à soutenir les orphelins de ces pensionnaires décédés. Et pour cette année, de 500 bourses d'une valeur de 5 millions, ce sont 750 bourses d'une valeur de 75 millions qui seront mises à contribution pour la scolarité des enfants. Côte d'Ivoire, à moins d'une semaine de la clôture officielle de la campagne électorale présidentielle, les positions demeurent très tranchées, celles de l'opposition et du pouvoir. La campagne manque d'intensité entre les démonstrations de force du parti au pouvoir et les cris de violence publique de l'opposition. Le parti au pouvoir, lui, tente d'assurer le service minimum, qui est celui d'assurer un taux de participation, mais aussi la question sécuritaire. Yamba Kabré, notre correspondant permanent à Abidjan. La campagne électorale bat son plein, presque à huis clos, souvent à guichet fermé. Juste le temps des meetings sans sa saveur populaire et son parfum omnibulant. L'écart d'adversité entre David et Goliath étant comme le jour et la nuit. Ceux qui rêvent à déstabiliser la Côte d'Ivoire sont dans des illusions. Parce qu'on est là.
On est là, on veut la paix, mais ne nous cherchez pas. On veut la paix, mais ne nous cherchez pas. On veut la sécurité, ne nous provoquez pas. Ils parlent, et nous on avance. Le 31 octobre, ils veulent pas. On va aux élections. Dans ce contexte, un seul défi reste à être relevé, le taux de participation, mais aussi la sécurité. C'est pour y parvenir avec un succès éclatant, presque insolent dans certaines régions, que de nombreux cadres investissent le terrain régional avec des stratégies propres à chaque localité. Nous leur disons tout simplement de participer massivement à ce vote parce que le défi, comme vous l'avez dit, c'est le taux de participation, même si, quel que soit le taux, le candidat qui sera devant va gagner. Nous avons demandé à nos responsables de secteur, à nos départementaux, de faire en sorte que les populations soient formées pour que nous ne perdions pas des voix. C'est le cas de Michel Noufé, directeur régional des campagnes associées et conseiller politique du RHDP. Aux côtés des autres leaders de la campagne dans sa région, à l'unisson comme un seul homme pour le même objectif, ils promettent un score plus honorable à leurs candidats en guise de remerciement des styles pour les nombreuses actions menées et celles à venir. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu nos parents sont venus de partout, vous avez vu que tout le Boukani s'est mobilisé comme une seule personne pour pouvoir parler dans la Ouattara. Parce que lorsqu'il s'agit de la Ouattara, on ne ménage aucune difficulté. Après le lancement, nous nous sommes engagés résolument à faire du porte-à-porte, de sorte que nos parents soient impactés par l'activité que nous allons mener sur le terrain. Nous avons également voulu travailler sur l'ensemble des villages qui sont sous notre supervision. Et vous verrez, dans les jours qui viennent, nous allons parcourir tous les hameaux pour parler de la vision du président de la République à tous nos parents. Et nous sommes sûrs qu'au soir du 31 octobre, les choses vont se passer comme nous le souhaitons, c'est-à-dire que nous aurons la victoire éclatante du président de la République. L'opposition ivoirienne ayant appelé à la désobéissance civile continue ses manœuvres pour l'empêcher, mais la messe semble déjà dite. Le un coup KO promis se transforme peu à peu en un KO sans coup, donc presque un OK. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme, lui, se poursuit sur TruTV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.